de cette édition, le prophète Oli David, leader de la mission internationale Temple de la Gloire, a édifié le peuple de Dieu lors d'une veillée de prière placée sous le thème 2016, l'année de mes possessions. Le samedi 30 janvier 2016 a été marqué par le lancement officiel du magazine chrétien Éclaire-moi Seigneur à l'église méthodiste unie de Cocody. Ailleurs dans le monde centrafrique, un nouveau cas d'abus et de viol commis par des soldats étrangers. Caucus de l'Iowa, défaite de Donald Trump, Hillary au coude à coude avec Bernie Sanders. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci pour votre fidélité. 2016, l'année de mes possessions, c'est sur ce thème que le prophète Oli David, leader de la mission internationale Temple de Gloire, a édifié le peuple de Dieu au cours d'une veillée de prière le vendredi 29 janvier. Cette veillée de prière annonciatrice d'une année de conquête en 2016 a été marquée par des délivrances et de nombreuses guérisons. Le programme mensuel de délivrance et de restauration de l'église évangélique La Bénédiction, dénommé Heure de guérison, s'est tenu le vendredi 29 janvier 2016 au sein de la dite église à Abidjan, 220 logements. Ce programme a été marqué par une forte manifestation de l'esprit à travers plusieurs miracles. Reportage Jean-Cyril Djebi. Ce sont environ 400 personnes qui ont pris d'assaut l'église évangélique La Bénédiction pour participer au programme dénommé Heure de guérison et des miracles. La louange et l'adoration ont plongé le peuple de Dieu dans une disposition spirituelle. C'est dans cette atmosphère que le pasteur Sam, leader de l'église évangélique La Bénédiction, a fait son entrée. Il a ensuite exhorté le peuple de Dieu en s'appuyant sur le livre de Matthieu chapitre 8 verset 16. Après l'exhortation, l'homme de Dieu a rendu ministère où plusieurs malades ont été guéris comme le témoignent ces images. Les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu, ce fut un programme glorieux. Le prochain rendez-vous est pris pour le vendredi 26 février 2016. Shalom. Le samedi 30 janvier 2016 a eu lieu le lancement officiel du magazine chrétien Éclaire-moi Seigneur. C'est un magazine initié par l'église méthodiste unie de Cocody et la cérémonie de lancement s'est faite au temple jubilé de l'église méthodiste unie de Cocody. Reportage Nadine Excel et Honorine Adom. De l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, le verset 4. C'est en obéissance à ce passage biblique que le corps de Christ dans son ensemble a accueilli avec joie l'arrivée d'un nouveau magazine chrétien intitulé Éclaire-moi Seigneur. En effet, le samedi 30 janvier dernier a eu lieu le lancement officiel de ce magazine chrétien écrit par le pasteur Cynthia Elisabeth Coblan de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire en présence de personnalités telles que le révérend père Isaac Boudjé qui n'a pas manqué de s'exprimer. À la suite de cette dévancier et de cette dévancière, parce qu'il y a eu beaucoup de nos chrétiens qui ont déjà écrit et qui continuent d'écrire, elle s'est donné le temps matériel. Elle s'est même retirée pour être en intimité avec le Seigneur pour produire ce magazine. Quand vous lisez ce magazine, vous voyez que le titre c'est Éclaire-moi Seigneur. Il est question de la lumière qui vient de la parole de Dieu. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu ne sera pas éclairé. Le soin fut ensuite laissé à la chorale du jour d'entraîner le peuple à louer le Seigneur à travers des cantiques de louange et d'adoration.
Accédant à la chorale, l'auteur du magazine, le pasteur Cynthia Elisabeth Coblan, a évoqué les raisons de la création de ce magazine trimensuel destiné à coacher et motiver le fidèle chrétien dans sa marche quotidienne avec Dieu. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur et je vois aujourd'hui la réalisation. Aussi suis-je très honoré et je lui rends toute la gloire. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu, à l'ensemble du corps de Christ, de bien vouloir s'approprier ce magazine. Et je crois que cela leur fera du bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin du véritable évangile. L'évangile du royaume, l'évangile qui libère, l'évangile qui défie, l'évangile qui montre à ceux qui ne sont pas des nôtres que Jésus est réel, qu'il est palpable et qu'il est concret. Donc, veuillez vous en procurer et vous ne le regretterez point au nom de Jésus. Rappelons pour terminer que le magazine chrétien Éclaire-moi Seigneur est mis à la disposition de tout le corps de Christ sans distinction de dénomination. L'APEN, l'Association des Églises évangéliques de Ndossi, petite localité dans le centre de la Côte d'Ivoire, a organisé une journée récréative suivie d'activités sportives et culturelles afin de favoriser la cohésion entre la population et l'Église. Ces journées récréatives étaient placées sous le thème « Un esprit saint dans un corps saint ». Une procession impressionnante sur les principales artères de la petite ville de Ndossi a lancé les activités récréatives de l'Association des Églises évangéliques de Ndossi, APEN. Ces journées de récréation, placées sous le thème « Un esprit saint dans un corps saint », ont connu deux volets principaux. Au volet sportif, les églises APEN ont organisé un tournoi de foot qui a réuni les différentes communautés membres de l'APEN et les forces vives de la ville. Pour le leader des églises APEN, ce tournoi permet au corps du Christ de communier avec la population de Ndossi tout en annonçant l'évangile. Nous voulons véritablement que la grâce du Seigneur soit le partage de chacun et que ce moment soit vraiment un moment de communion et d'amour et d'amitié, parce que c'est à cela que l'évangile nous appelle. L'évangile est un message de partage, un message d'amour et de paix. Alors que vraiment ce soit à travers ce sport que réellement nous puissions tisser des relations d'amitié et de paix. Que Dieu bénisse les deux équipes et que réellement le meilleur gagne. Le match d'inauguration a opposé les pasteurs des églises APEN aux gendarmes, une rencontre placée sous la protection de l'Éternel, mais âprement disputée. Les différents participants ont appelé au fair-play et à la cohésion. Le second volet, marquant l'apothéose des journées récréatives, APEN, a été un moment d'adoration et de louange avec les artistes Otis Andy et Lily Goilou dans des prestations live marquées par la présence de l'Esprit Saint. Une note triste à présent. Jeudi, des dizaines de milliers de fans et de chrétiens se sont rassemblés dans le stade des Martyrs de Kinshasa pour faire leur adieu à la célèbre chanteuse de gospel congolais Marie Mizamou. Décédée le 16 janvier d'un arrêt cardiaque à seulement 41 ans, Marie Mizamou est native d'un quartier populaire de Kinshasa. Des dizaines de milliers d'habitants de la République démocratique du Congo sont venus se recueillir devant le cercueil de la chanteuse dans l'enceinte du stade des Martyrs. Le corps de Marie Mizamou a été exposé dans une chapelle ardente dressée au bout d'un tapis rouge sur un podium. Mais pour des raisons de sécurité, un commandant de police déclare que l'événement a nécessité le déploiement de près de 2000 agents des forces de l'ordre. Un dispositif jugé trop strict par la majorité des fans éplorés qui ne voient pas d'un très bon œil le zèle dont ont fait preuve certains policiers, leur interdisant parfois l'accès à la dépouille de la star du gospel. Comme tout Congolais, j'ai été vraiment choqué par l'info de la mort de la sœur Marie Mizamou. Et d'un seul coup, une idée m'est arrivée, qu'on donne ce que l'on a. Et alors je me suis dit que non, les jours où le corps sera présent, je ferai l'effort de lui offrir, ou bien offrir au public seulement les portraits, disons son portrait. C'est la grande consternation. Le monde artistique en général et la République vient de perdre une grande artiste. Elle était grande dans toutes ses dimensions, chanteuse, danseuse, chorégraphe, modéliste et aussi styliste. Mais ce qui est plus important qu'on doit retenir de Marie Mizamou, c'est beaucoup plus le savoir-vivre d'artiste.
c'est quelqu'un qui, autour d'elle, voulait rassembler tout le monde, sans distinction. En biologie et production animale, Dr Faustin Zoubi a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury lors de sa soutenance de thèse unique de doctorat le vendredi 29 janvier à l'amphithéâtre C de l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan. Ses recherches portant sur le parasitisme des olacodes en Côte d'Ivoire ont démontré que l'élevage des olacodes, communément appelé agouti, présente moins de risques pathologiques. Zoubi Faustin compte désormais au nombre des docteurs biologistes parasitologues en Côte d'Ivoire. Félicité par ses maîtres et examinateurs, il vient de réussir sa thèse unique de doctorat en biologie et production animale avec la mention très honorable accompagnée des félicitations du jury. Une note qui démontre bien l'excellence des travaux de recherche de l'impétrant. Et pourtant, tout n'a pas été facile pour le néo-docteur. En 38 minutes, il a égrené le rapport et les résultats de 6 ans de recherche menés dans 8 localités ivoiriennes et dans des pays de la sous-région sur l'olacode, communément appelé agouti. Sous le thème parasitisme de l'olacode en Côte d'Ivoire, le docteur Zoubi a recherché et comparé les présences de parasites chez les olacodes sauvages et les olacodes d'élevage. Il ressort de cette étude que les olacodes d'élevage, qui sont plus suivis sur le plan de l'hygiène, sont moins parasités et présentent donc moins de risques en ce qui concerne la transmission de pathologies de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Pour le néo-docteur, ces travaux sont d'une grande utilité pratique car ils sont à la fois de portée économique et sanitaire. Nous savons tous que l'olacode, c'est l'animal la plus prisé par les consommateurs. Et si nous arrivons à faire l'élevage et nous arrivons à prouver que l'olacode peut être consommé sans risque de contamination par les virus à Ebola ou Lassa ou Zika, je pense que la population peut s'en raffoler. Financé par le projet Afrique One Santé Animale, les travaux du Dr Zoubi Faustin sont le fruit d'une collaboration entre l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan, le laboratoire vétérinaire de Bingerville, l'école inter-état de médecine vétérinaire de Dakar, l'Institut Pasteur d'Abidjan, le CIRDES du Burkina Faso et le Centre suisse de recherche scientifique à Abidjan. Pour tous ces spécialistes, les résultats obtenus par ces travaux de thèse permettront à la nouvelle génération de chercheurs africains de relever des défis majeurs. Les pathogènes passent de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme, ce qu'on appelle les zoonoses. Et il faut savoir que 3/4 des maladies humaines sont d'origine animale. Le cas d'Ebola par exemple. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces genres de collaboration entre institutions scientifiques. Les travaux de Zoubi portent sur les parasites. Donc, ça ne porte pas sur les virus et puis sur les bactéries, mais c'est un aspect déjà pour voir quels sont les parasites qui peuvent infecter cet animal et qui éventuellement seraient zoonotiques, donc qui peuvent affecter l'homme. En ayant ces jeunes chercheurs qui ont les outils en fait de résoudre les problèmes qui sont liés aux animaux, résoudre les problèmes liés à la santé des humains et de nos écosystèmes avec une approche, avec une formation de base, parce que c'est plusieurs formations qu'ils ont suivies. On pense que voilà, on pourra vraiment relever le défi de la santé en Afrique. Actualité africaine. En Centrafrique, des révélations font état de nouveaux cas d'abus sexuels sur des mineurs. L'ONU a révélé vendredi que 12 enfants et adolescents ont affirmé avoir été abusés ou exploités sexuellement par les soldats d'une mission européenne, de la mission française Sangaris et de la MINUSCA des Nations Unies. Ce n'est pas la première fois que de tels actes commis par des soldats dits de la paix sont dénoncés en Centrafrique. De nouveaux cas d'abus sexuels sur des mineurs font surface en Centrafrique. L'ONU a révélé vendredi que 12 enfants et adolescentes ont affirmé avoir été abusés ou exploités sexuellement par des soldats d'une mission européenne, de la mission française Sangaris et de la MINUSCA des Nations Unies. Sur place, les habitants sont choqués. Ils sont venus encore susciter des problèmes. C'est-à-dire qu'en causant des actes aussi graves que cela puisse être, ça n'honore pas les Nations Unies et ça suscite dans la population un rejet pur et simple de cette mission. Lors d'une précédente affaire de viol d'enfants centrafricains par des soldats français, de graves dysfonctionnements avaient été dénoncés dans la gestion de l'ONU par un rapport d'experts indépendants. L'heure est désormais à la transparence.
C'est difficile d'imaginer l'indignation ressentie par le personnel des Nations Unies, engagé pour la paix et la sécurité, quand surgissent de telles allégations, a déclaré, très ému, ce haut responsable de l'ONU. En particulier lorsqu'elles impliquent des mineurs. C'est si difficile à comprendre, a-t-il ajouté. C'est la première fois que l'ONU nomme publiquement les pays d'origine des casques bleus soupçonnés, à savoir la France, la Géorgie, le Bangladesh et 4 pays africains. Les abus se sont produits dans ce camp, près de l'aéroport de Bangui. À l'international, c'est l'une des conséquences tragiques de la crise de l'immigration. Selon Europol, l'agence européenne de coordination policière basée aux Pays-Bas, plus de 10 000 enfants migrants ont disparu en Europe ces 2 dernières années. Un cri d'alarme pour les enfants migrants. Plus de 10 000 d'entre eux, voyageant seuls, ont disparu en Europe ces 2 dernières années, selon Europol. L'agence de coordination policière basée aux Pays-Bas estime que 27% des migrants arrivés en 2015 étaient des mineurs. Dans The Observer, hebdomadaire du groupe Guardian, Europol évoque une infrastructure criminelle pan-européenne qui tire profit de la crise migratoire. C'est de la traite d'êtres humains, où les enfants, publics fragiles, sont victimes d'esclavage, parfois sexuel. La trace de ces enfants a été perdue après leur enregistrement en Europe. Les résultats du caucus de l'Iowa, premier grand test avant les primaires américains, devant désigner les candidats démocrates et républicains, ont réservé des surprises. Dans le camp républicain, c'est le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui l'emporte quand Hillary Clinton et Bernie Sanders sont au coude à coude chez les démocrates. Des résultats surprises lors des caucus de l'Iowa. Dans le camp républicain, c'est le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui l'emporte. Hillary Clinton est quant à elle, alors qu'il est, toujours au coude à coude avec Bernie Sanders. L'Iowa, État maudit pour l'ex-secrétaire d'État. Il y a 8 ans, elle y avait perdu face à Barack Obama. Pour l'heure, aucune télévision américaine ne s'aventure à désigner un vainqueur entre les 2 candidats, séparés par quelques dixièmes de points seulement. Pour le milliardaire Donald Trump, c'est un échec beaucoup plus clair. Lui, qui s'est fait remarquer pour ses propos anti-latinos, est pris en sandwich entre 2 candidats d'origine hispanique, Ted Cruz et Marco Rubio, sénateur de Floride. Iowa has sent notice. L'Iowa a prévenu, a déclaré Ted Cruz. Le nominé républicain et le prochain président des États-Unis ne sera pas choisi par les médias. Ni par l'establishment de Washington. Quant au mania de l'immobilier, marié à 3 reprises, il divise la droite religieuse très puissante dans l'Iowa. Lui qui passe son temps à épingler, je cite, les losers, il va devoir faire évoluer son discours. Le bouillant septuagénaire Bernie Sanders, très à gauche, a donc créé la surprise dans le camp démocrate. C'est une révolution politique qu'a initiée ce soir l'Iowa. Les jeunes, les travailleurs et les seniors commencent à dire haut et fort « ça suffit ». Souvent, des candidats abandonnent au cours du processus des primaires. Ces résultats serrés chez les démocrates laissent présager une lutte acharnée jusqu'au dernier scrutin. Parlons de santé à présent. Lors d'une réunion d'urgence lundi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a estimé que le virus Zika constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. L'OMS se dit inquiète de la très rapide propagation de ce virus qui provoquerait des cas de microcéphalie chez les nouveau-nés et qui touche désormais une vingtaine de pays d'Amérique centrale, latine et des Caraïbes.
Le virus Zika constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. Déclaration de l'OMS qui tenait ce lundi une réunion exceptionnelle. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la propagation de ce virus qui touche une vingtaine de pays d'Amérique centrale, latine et des Caraïbes et provoquerait des cas de microcéphalie chez les nouveau-nés. Le comité estime que les causes de microcéphalie et autres complications neurochirurgicales constituent un événement extraordinaire et une menace publique à d'autres parties du monde, a déclaré la directrice de l'OMS, Margaret Chan. Pour les experts, une réponse internationale est nécessaire pour minimiser la menace dans les pays affectés et réduire les risques d'une propagation. To minimize the threat in affected countries and reduce the risk of further international spread. Pays le plus touché par Zika, le Brésil a enregistré en un an une explosion de cas de microcéphalie, même si le lien entre le virus et cette malformation n'est pas encore scientifiquement prouvé. Les autorités brésiliennes ont lancé une vaste campagne pour éradiquer cette épidémie. Les services sanitaires et l'armée font du porte-à-porte pour diffuser des messages de prévention et répandre de l'insecticide. Qu'est-ce que le virus Zika? D'où provient-il? Quels sont les symptômes et les moyens de prévention? Voici quelques-unes des nombreuses questions que suscite la propagation du virus Zika. Laura Rodrigue, spécialiste de médecine tropicale, donne des réponses dans cet élément. De nombreuses questions émergent avec la propagation du virus Zika. Les premières poches ont été découvertes en 1947 en Ouganda. Désormais, il provoque des microcéphalies en Amérique du Sud. Les réponses d'une spécialiste des médecines tropicales. Pourquoi a-t-il commencé à se déplacer? Nous ne savons pas. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Peut-être que le virus a muté, ce qui a rendu sa transmission plus facile. Ce peut être aussi les voyages. Les gens voyagent plus aujourd'hui. Si une personne contaminée va dans un autre pays et qu'elle est piquée par un moustique, alors il peut y avoir transmission. Est-il facile d'établir un diagnostic? Au début de l'épidémie de Zika au Brésil, les gens ne savaient pas faire la différence avec la dengue. Nous voyons désormais un peu plus clair. Par exemple, les rougeurs viennent avant les symptômes. Alors que pour la dengue, vous êtes malade pendant 2 jours avant d'avoir des rougeurs. Avec la dengue, on a aussi très rarement les yeux rouges et des démangeaisons. Quelle est la cause de la microcéphalie? On a très rapidement vu que les bébés atteints de microcéphalie présentaient des calcifications dans le cerveau. Donc nous savions que c'était une maladie infectieuse. Il y a une liste de ces maladies qui provoquent des infections congénitales et la microcéphalie. Et nous avons pu toutes les exclure. Il y avait donc une nouvelle infection. Quand on a un diagnostic de microcéphalie, le mal est fait. Les structures du cerveau sont déjà absentes. On ne peut pas inverser le processus. Existe-t-il un traitement? Des recherches sont entreprises quant à savoir si un traitement à base d'antiviraux peut apporter une protection aux mères déjà contaminées et ainsi réduire la possibilité d'une transmission au bébé. C'est encore très tôt, mais c'est une possibilité de recherche. À l'occasion du Nouvel An chinois célébré le 8 février prochain, la Chine vivra la plus grande migration humaine de l'année. À cette occasion, beaucoup de ruraux travaillant en ville prennent la route des campagnes. Cela donne ainsi une migration impressionnante dans le pays le plus peuplé du monde. L'heure est à la plus grande migration humaine de l'année et c'est en Chine que cela se passe. Ici à la gare de Shanghai, on attend des dizaines de milliers de voyageurs qui partent rendre visite à leur famille pour les vacances du Nouvel An, célébrées le 8 février. Beaucoup de ruraux travaillant en ville prennent la route des campagnes. Ma femme et mon enfant me manquent, dit cet homme. Je suis rentré en octobre dernier et je veux rentrer ces jours-ci. Pour beaucoup de Chinois, c'est la seule occasion de l'année pour rentrer chez eux. Trouver un billet de train peut s'avérer difficile. Je rentre chez moi pour chercher du travail cette année dans ma ville natale, dit cette femme. Si j'échoue, je reviendrai pour voir. Mon mari est toujours ici. Mon mari et les enfants sont ici. Cette transhumance dure en tout 40 jours jusqu'à début mars. Sur cette période, on n'attend pas moins de 2,9 milliards de voyages en train, soit 100 millions de passagers en plus que l'an dernier.
Parlons de sport. Football CHAN 2016. La Côte d'Ivoire jouera les demi-finales du championnat d'Afrique des nations de football au mercredi contre le Mali. En quart de finale, les éléphants locaux ont largement dominé les Lions du Cameroun par un score de 3-0. Après avoir atteint la première fois les quarts de finale, la sélection ivoirienne continue de surprendre dans le CHAN 2016. Les éléphants ont pris le billet des demi-finales face au Cameroun. Dominateurs tout le long de la première période, les éléphants pêchaient par manque de réalisme. C'est aux prolongations que les poulains de Michel Dussuyer ont fait la différence. Sur un corner de Serge Nguessan Kofi, l'attaquant de l'AS Tanda s'élève plus haut que tous pour ouvrir le score à la 95e minute. La réaction des Lions indoptables ne se fait pas attendre, mais les attaquants camerounais butent sur un bon portier ivoirien. Alertés, les Ivoiriens se lancent ensuite à l'abordage. Dans tous les bons coups, Zakri Yannick adresse un centre au cœur de la tanière à Chodobo Shuji pour capituler la balle au fond des filets. Les Ivoiriens ont clos leur belle victoire sur un beau but de leur capitaine Nguessan Serge. Le milieu de terrain fait apprécier son flair et son audace. Il décoche une frappe depuis le rond-point central pour un but qui valide définitivement la large victoire ivoirienne. Et c'est ici que s'achève cette page d'information. Merci de nous avoir suivis et restons bénis. À bientôt.